10 centimes par portion. C'est le prix exact de la poudre que les culturistes des années 1970 dissolvaient dans l'eau et consommaient chaque jour. Ce n'était ni pour sa teneur en protéines, ni pour sa densité calorique, mais en raison du profil spécifique d'acides aminés qu'elle apportait au tissu musculaire vieillissant. Cela produisait un effet anticatabolique qu'aucun des suppléments protéiques émergents à cette époque ne pouvait reproduire, et que l'industrie des suppléments qui l'a remplacé tente depuis lors de revendre aux hommes de plus de 50 ans sous forme de gélules concentrées à 30 ou 50 dollars par mois. Et pourtant, aucune publicité pour la créatine n'en fera jamais mention. Aucune marque de poudre de protéines n'expliquera pourquoi la poudre de supermarché qui coûte 10 centimes la portion s'attaque au mécanisme spécifique responsable de la perte musculaire après 50 ans que la créatine, malgré toute son efficacité légitime, n'atteint pas. L'industrie des suppléments ne peut pas se permettre de faire cette comparaison, car celle-ci met fin au débat sur la raison pour laquelle les hommes de plus de 50 ans dépensent 40 dollars par mois en créatine pour un problème que la créatine n'a pas été conçue pour résoudre. Cette poudre est de la gélatine non aromatisée. C'est la même boîte qui se trouve au rayon pâtisserie de chaque supermarché, à côté de la fécule de maïs et de la levure chimique. Pour comprendre pourquoi elle stoppe la perte musculaire après 50 ans grâce à un mécanisme que la créatine ne peut pas cibler, il faut comprendre ce qui cause réellement la dégradation accélérée des protéines musculaires qui caractérise le vieillissement après 50 ans et pourquoi le profil d'acides aminés de la gélatine est spécifiquement pertinent pour ce mécanisme d'une manière qu'aucune autre source de protéines ne reproduit. L'histoire expliquant pourquoi la gélatine était un outil nutritionnel sérieux dans la communauté du culturisme des années 1970 commence dans les salles de sport de l'âge d'or. Au début des années 1970, la tradition de la culture physique, qui s'était bâtie sur les aliments complets, les abats, la levure de bière et le foie desséché, rencontrait les premiers produits commerciaux de poudre de protéines spécifiquement commercialisés pour le culturisme. Vince Gironda, dont les protocoles d'entraînement ont produit plus de physique de champion naturel que n'importe quel entraîneur de sa génération, était ouvertement sceptique à l'égard de ces produits. Ces protocoles nutritionnels, documentés dans des manuels d'entraînement qui circulaient parmi les athlètes sérieux de l'époque, incluaient systématiquement de la gélatine non aromatisée comme supplément quotidien, non pas parce qu'il s'agissait de la source de protéines la plus complète, mais parce que la glycine et la proline qu'elle contenait remplissaient des fonctions dans le maintien musculaire que les protéines complètes de la viande et des œufs ne ciblaient pas avec la même spécificité. Ce que les athlètes de Gironda ont observé empiriquement et ce que la biologie moléculaire des 2 dernières décennies a depuis caractérisé avec précision, c'est que la glycine n'est pas simplement un acide aminé non essentiel que le corps peut produire par lui-même. Dans le contexte spécifique de la biologie du muscle vieillissant, la disponibilité de la glycine devient conditionnellement essentielle. Voici pourquoi. Après 50 ans, le taux de catabolisme des protéines musculaires, qui est la dégradation du tissu musculaire existant pour l'énergie et le recyclage des acides aminés, augmente par rapport au taux de synthèse des protéines musculaires. C'est la biologie fondamentale de la sarcopénie, la perte de masse musculaire liée à l'âge. Les mécanismes à l'origine de ce catabolisme accru comprennent la baisse des niveaux d'hormones anaboliques, l'augmentation de l'activité des cytokines inflammatoires et, de manière critique, une voie spécifique que la recherche moderne a identifiée comme un accélérateur majeur du processus, le système ubiquitine-protéasome. Le système ubiquitine-protéasome est la machinerie cellulaire responsable du marquage des protéines endommagées et excédentaires avec des molécules d'ubiquitine afin qu'elles puissent être décomposées et recyclées. Dans un muscle jeune, ce système fonctionne à un rythme bien adapté à la synthèse des protéines. Dans un muscle vieillissant, le système se dérègle, marquant et détruisant les protéines musculaires à un rythme que la synthèse ne peut pas suivre, même lorsque l'apport en protéines alimentaires est adéquat. C'est pourquoi les hommes de plus de 50 ans qui consomment suffisamment de protéines continuent de perdre du muscle. Le catabolisme dépasse la synthèse en raison d'une défaillance de régulation et non d'une pénurie de substrat. Des recherches publiées dans la revue PLOS Genetics ont documenté que la glycine supprime l'activité du système ubiquitine-protéasome dans le tissu musculaire vieillissant
de manière dose-dépendante. Le mécanisme spécifique implique le rôle de la glycine en tant que neurotransmetteur inhibiteur au niveau du récepteur de la glycine, qui, lorsqu'il est activé dans les cellules musculaires, réduit l'expression de l'atrogène 1 et de MURF1, les deux principales ubiquitines ligases responsables du catabolisme des protéines musculaires liées à l'âge. En termes simples, la glycine ralentit la machinerie moléculaire qui dégrade le muscle vieillissant à un rythme accéléré. La créatine ne fait pas cela. La poudre de protéines ne le fait pas avec spécificité. Le mécanisme isolé de la glycine opère via une voie de régulation qu'aucun de ces suppléments n'atteint. Une étude publiée dans Aging Cell a révélé que la supplémentation en glycine chez des modèles animaux âgés réduisait considérablement la perte musculaire liée à l'âge, le mécanisme étant spécifiquement identifié comme la suppression de la voie ubiquitine-protéasome, plutôt que la stimulation de la synthèse des protéines. La distinction a une importance clinique. La créatine et les protéines stimulent la synthèse. La glycine supprime le catabolisme. Les deux sont importants, mais pour un homme de plus de 50 ans dont le problème principal est un catabolisme excessif plutôt qu'une synthèse inadéquate, le mécanisme de la glycine s'attaque au véritable moteur de sa perte musculaire, tandis que les protéines et la créatine s'attaquent à une variable secondaire. Les culturistes des années 1970 qui consommaient de la gélatine quotidiennement observaient cet effet sans avoir le vocabulaire moléculaire pour le décrire. Ils appelaient cela la plénitude musculaire. Ils appelaient cela rester dur entre les cycles d'entraînement. Ils appelaient cela conserver ce que l'on a construit lorsque le régime devenait strict. Ce qu'ils observaient était la suppression, médiée par la glycine, de la signalisation catabolique qui aurait autrement accéléré la dégradation des tissus pendant les périodes de restriction calorique ou entre les séances d'entraînement. L'observation a précédé le mécanisme de 4 décennies. Le mécanisme est désormais documenté avec suffisamment de précision dans la littérature scientifique pour expliquer ce que ces athlètes ressentaient sans comprendre pourquoi. La teneur en hydroxyproline de la gélatine ajoute un deuxième mécanisme qui est directement lié à la défaillance des articulations et du tissu conjonctif, laquelle limite la capacité d'entraînement chez les hommes de plus de 60 ans davantage que la faiblesse musculaire elle-même. La gélatine est du collagène hydrolysé et le collagène est la protéine structurelle qui compose le cartilage, les tendons, les ligaments et le tissu conjonctif qui ancre le muscle à l'os. L'hydroxyproline est l'acide aminé modifié propre au collagène qui confère à la structure en triple hélice les propriétés mécaniques dont elle dépend. L'hydroxyproline alimentaire, issue de la gélatine, fournit la matière première pour la réparation du collagène dans les tissus conjonctifs qui se dégradent progressivement après 50 ans, d'une manière qui restreint l'amplitude des mouvements et la tolérance à la charge nécessaire à un entraînement en résistance efficace. Des recherches publiées dans l'American Journal of Clinical Nutrition et menées à l'Université de Californie à Davis ont révélé que la consommation d'un supplément de gélatine avec de la vitamine C avant une activité intermittente augmentait de manière significative la synthèse du collagène dans le tissu conjonctif, mesuré directement dans la fraction sanguine contenant les métabolites du collagène. Le mécanisme nécessite à la fois les substrats de glycine et d'hydroxyproline de la gélatine, ainsi que la vitamine C comme cofacteur pour la réaction d'hydroxylation qui stabilise la triple hélice de collagène. Un homme de plus de 60 ans qui a perdu du muscle au niveau des jambes, mais qui attribue ce déclin fonctionnel à une faiblesse musculaire, pourrait découvrir que le principal facteur limitant est en réalité l'intégrité du tissu conjonctif au niveau des articulations du genou et de la hanche. La dégradation du collagène à ces interfaces restreint la transmission de la force du muscle à l'os, ce qui réduit l'expression de la force effective même lorsque le tissu musculaire lui-même conserve sa masse. 10 centimes de gélatine plus, un verre de jus d'orange consommé avant un entraînement des membres inférieurs répondent aux besoins en substrat pour la synthèse du collagène dans les articulations porteuses qui déterminent l'efficacité avec laquelle le muscle de la jambe que vous possédez peut s'exprimer dans un mouvement fonctionnel. 40 $ de créatine cible le système phosphocréatine pour une production explosive maximale. Les deux sont des mécanismes réels.
Le mécanisme de la créatine bénéficie de 4 décennies d'attention marketing. Le mécanisme gélatine-collagène est disponible pour 10 centimes au rayon pâtisserie depuis tout ce temps. La voie de l'oxyde nitrique dérivé de la glycine est le troisième mécanisme et celui qui relie le plus directement la gélatine à la fonction vasculaire qui détermine la vitesse de récupération musculaire chez les hommes vieillissants. La glycine est convertie en sérine via la voie de la sérine hydroxyméthyltransférase et la sérine est un précurseur pour la synthèse de la phosphatidylsérine et pour le cycle du métabolisme à un atome de carbone qui soutient le don de groupes méthyl pour de nombreux processus biologiques, y compris la reméthylation de l'homocystéine qui protège les cellules endothéliales artérielles des dommages. De plus, la recherche a documenté que la glycine module directement la production d'oxyde nitrique dans les cellules endothéliales par des voies indépendantes de l'arginine, fournissant un mécanisme de soutien vasculaire complémentaire au nitrate alimentaire des betteraves ou à l'arginine des graines de lupin. Une meilleure fonction endothéliale signifie un meilleur flux sanguin vers le muscle en activité pendant l'entraînement et un meilleur apport en nutriments pendant la période de récupération qui suit. Le tissu conjonctif, la suppression catabolique et les mécanismes de soutien vasculaire fonctionnent tous simultanément à partir de la même portion à 10 centimes de gélatine de supermarché. La raison pour laquelle la gélatine non aromatisée est absente du débat sérieux sur la nutrition de performance pour les hommes de plus de 50 ans, malgré ces mécanismes documentés, relève de la même logique économique qui explique l'absence de tout composé alimentaire bon marché et efficace de ce débat. La gélatine est un produit de base fabriqué comme sous-produit de l'industrie de la transformation de la viande à partir de tissus conjonctifs riches en collagène. N'importe quel fabricant de produits alimentaires peut en produire et en vendre. Aucun brevet ne la protège. Aucun processus exclusif ne différencie la gélatine d'un producteur de celle d'un autre au niveau moléculaire. Les marges sur des portions à 10 centimes sont insuffisantes pour financer l'infrastructure publicitaire, les réseaux de parrainage d'athlètes, le sponsoring d'essais cliniques et les relations éditoriales avec les publications sur la santé masculine qui constituent le système de distribution de l'information sur la nutrition de performance. L'industrie des suppléments a identifié le mécanisme du collagène et a construit une catégorie autour de celui-ci. Peptides de collagène, collagène hydrolysé, poudre de protéines de collagène. Ces produits se vendent entre 40 centimes et 2 dollars la portion, ce qui représente une marge de 4 à 20 fois supérieure à celle de la gélatine de supermarché qui offre le même profil d'acide aminé. La recherche clinique soutenant la supplémentation en collagène pour la santé des articulations et la réparation du tissu conjonctif a été menée principalement sur des produits à base de collagène hydrolysé et sur de la gélatine, en particulier dans la recherche de l'Université de Californie à Davis, qui a trouvé des résultats équivalents. Le mécanisme ne fait pas la distinction entre l'abonnement aux peptides de collagène à 40 dollars par mois et la boîte du rayon pâtisserie du supermarché à 10 centimes. Le corps perçoit la glycine et l'hydroxyproline, indépendamment du prix de vente du produit ou de son positionnement en tant que supplément haut de gamme par rapport à un produit de base de la cuisine. La différence de prix est entièrement fonction de l'investissement marketing et du positionnement de la marque, et non de l'efficacité biologique. La préparation qui maximise le mécanisme de synthèse du collagène nécessite un timing précis et un cofacteur que la recherche a identifié comme essentiel. Prenez 14 grammes de gélatine non aromatisée, ce qui correspond à environ un sachet et demi standard d'une boîte de gélatine Knox, dissous dans de l'eau chaude ou du jus 30 à 60 minutes avant toute séance d'entraînement, impliquant des exercices du bas du corps avec mise en charge. Le liquide chaud dissout complètement la poudre de gélatine et le timing avant l'entraînement garantit que la glycine et l'hydroxyproline issues de la digestion de la gélatine circulent pendant la période de charge mécanique, lorsque les signaux de synthèse du collagène sont les plus actifs dans le tissu conjonctif sollicité. Le cofacteur de la vitamine C est important et est mieux fourni par le jus utilisé pour dissoudre la gélatine ou par un petit verre de jus d'orange consommé simultanément. La synthèse du collagène nécessite de la vitamine C pour la réaction de la prolyl hydroxylase, qui stabilise la triple hélice de collagène, et la gélatine sans une quantité adéquate de vitamine C disponible dans le même repas ne produit pas la réponse de synthèse
du collagène documenté dans la recherche. Pour le mécanisme de suppression catabolique, une deuxième petite portion de gélatine le soir avant le sommeil est le timing qui cible la fenêtre catabolique nocturne. La période de jeûne nocturne est le moment où l'activité du système ubiquitine-protéasome dans le muscle vieillissant est la plus élevée par rapport aux signaux anaboliques, ce qui explique pourquoi les hommes vieillissants perdent du muscle pendant le sommeil d'une manière qui ne touche pas les hommes plus jeunes. La glycine consommée avant le sommeil maintient les niveaux de glycine en circulation tout au long de la nuit lorsque la suppression catabolique est la plus pertinente. La recherche sur la glycine et la qualité du sommeil a documenté que la supplémentation en glycine avant le sommeil améliore également la qualité du sommeil et réduit la température corporelle centrale d'une manière associée à des stades de sommeil plus profonds, moment où la sécrétion d'hormones de croissance est la plus élevée et où les processus de réparation anabolique qui contrecarrent le catabolisme diurne sont les plus actifs. Les mécanismes anticataboliques et de qualité du sommeil issus de la même portion avant le sommeil sont synergiques et non additifs. Le coût total d'une utilisation régulière de gélatine à raison de 2 portions par jour, une avant l'entraînement et une avant le sommeil, en utilisant de la gélatine non aromatisée standard de supermarché, est d'environ 6 $ par mois. Comparez cela à un abonnement aux peptides de collagène à 40 ou 50 $ par mois, à un supplément de créatine à 12 ou 15 $ par mois et à un supplément dédié au sommeil à 20 ou 35 $ par mois. La gélatine de supermarché cible simultanément les mécanismes de suppression catabolique, du tissu conjonctif et de la qualité du sommeil que ces 3 produits distincts visent pour 6 $ par mois. L'approche à 3 produits de l'industrie des suppléments pour les mêmes mécanismes coûte 70 à 100 $ par mois et n'inclut pas la suppression du système ubiquitine-protéasome médié par la glycine, que la recherche sur le moteur spécifique de la perte musculaire, liée à l'âge, identifie comme le mécanisme le plus directement lié à la raison pour laquelle les hommes de plus de 50 ans perdent du muscle, même lorsqu'ils mangent et s'entraînent correctement. Les culturistes des années 1970 qui intégraient la gélatine dans leur protocole nutritionnel quotidien ne se basaient pas sur la biologie moléculaire. Ils se basaient sur l'observation, au fil des années d'entraînement, qui distinguait les athlètes qui maintenaient la qualité de leurs tissus et l'intégrité de leurs articulations lors d'entraînements intenses de ceux qui ne le faisaient pas. L'aliment qui soutenait ces résultats était bon marché, disponible et impossible à utiliser pour construire une campagne marketing. L'industrie des suppléments qui a émergé au cours des décennies suivantes a construit des campagnes marketing autour des mécanismes isolés que la gélatine fournissait en tant qu'aliment complet, les revendant à la même population à des multiples du coût initial, sans jamais en reconnaître la source d'origine. La boîte de gélatine au rayon pâtisserie n'a pas changé. La glycine y est toujours. L'hydroxyproline y est toujours. Le mécanisme supprimant la voie catabolique responsable de votre perte musculaire est toujours documenté dans la littérature scientifique. Et les hommes qui dépensent 100 $ par mois pour une combinaison de suppléments afin de cibler les mécanismes que la gélatine cible pour 10 centimes, la portion n'ont jamais été informés que la source d'origine est toujours sur l'étagère où elle a toujours été, attendant que l'information sur les raisons de son efficacité se ferait un chemin à travers un système de distribution qui n'a aucune incitation financière à la diffuser. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà utilisé de la gélatine de manière constante dans un contexte d'entraînement et si les effets sur le tissu conjonctif et la rétention musculaire que vous avez observés correspondaient à ce que la recherche sur la suppression catabolique et la synthèse du collagène prédit qu'il devrait produire. Si cette analyse de la science cachée derrière un simple produit de base de supermarché a changé votre façon de voir votre nutrition, veuillez vous abonner et aimer la vidéo. Nous nous consacrons à l'excavation de l'histoire et des vérités biologiques que l'industrie a tenté d'enterrer. Plantons les graines d'un avenir plus fort. Le prochain trésor de connaissances sur la santé sera ouvert très bientôt.